Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Hamid, notre metteur en ondes. Bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, le premier de la saison, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Et justement, à ce propos, le budget, on ne sait pas quand il va être voté, s'il ne sera jamais voté, mais ce serait quand même bien qu'on pense au théâtre, parce que apparemment, depuis quelque temps, on y pense moins et les théâtres ont des grosses difficultés. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va vous parler de La tête ailleurs, texte et jeu de Lamelia Assef et de Yuri Rebenko, mise en scène de Victor Bourrigaud, c'est au théâtre de Belleville. De l'Avare de Molière dans une mise en scène de Clément Poiret au théâtre de la Tempête. La Fontaine en fable et en notes de musique, avec Brigitte Fossé et Daniel Laval, c'est au Poche Montparnasse. Et toujours au Poche Montparnasse, L'homme qui rit de Victor Hugo, dans l'interprétation La mise en scène de Geneviève de Kermabon. Je parlerai aussi du festival de la place du Châtelet, organisé par le Théâtre de la Ville. Arcadie, d'après un roman d'Emmanuel Bayamak-Tam, mise en scène de Sylvain Maurice, c'est encore au Poche Montparnasse. André, La tête ailleurs, donc c'est textes et jeux de Camélia Assef et Yuri Rebenko. Oui, alors c'est une comédie musicale, mais disons que l'esprit de la comédie musicale est assez revisité parce que c'est une comédie musicale involontaire. La jeune femme, qui est le personnage, disons, central, si on veut, elle ne peut pas s'empêcher de s'entendre chanter sa vie ou quelque chose qui y ressemble par divers personnages que va jouer son partenaire Théodore Rebenko. Donc, pas Théodore, je veux dire Rebenko, Yuri Rebenko, pardon. Et donc, on va avoir sur scène évidemment des instruments de musique, mais des costumes, etc. Et les acteurs vont changer, en particulier Rebenko, pour faire les différents personnages qui hantent en chanson la tête de cette femme qui n'arrive pas à se débarrasser de ses chansons, que ce soit au travail, que ce soit dans sa famille, que ce soit avec ses amis. Il y a toujours, évidemment, les paroles ne correspondent pas toujours exactement à la réalité, mais à ce qu'elle projette dans la réalité. Donc, c'est une belle idée. Et comme ces deux-là chantent bien, ils jouent bien de la musique, ça donne un très bon spectacle qui est rythmé, qui passe par des... Il y a aussi le côté jeu, parce que ils vont tous les deux jouer différents personnages, et je dois dire que elle est censée être quelqu'un dont les parents viennent, je sais plus, de Tunisie, eh bien, elle est blonde aux yeux bleus, puis quand elle se met à parler avec l'accent, elle le fait très bien. Donc on a ça, et ça c'est un exemple, mais lui il va jouer aussi des tas de personnages différents. Donc on a à la fois la chanson, si on veut, et puis avec des musiques assez contemporaines, modernes, assez marrantes. C'est pas vraiment du rap, mais enfin il y a quelque chose de bon, voilà, ça percute. Et puis on a ce jeu des acteurs. Donc voilà, c'est un bon conseil. Et puis il faut vous dépêcher, parce que ça va se terminer qu'en septembre, comme ça se joue que 3 jours, le dimanche, le lundi et le mardi. Dépêchez-vous d'aller écouter cette comédie musicale au théâtre de Belleville. Chantal, nous avons été voir au théâtre de la Tempête l'Avare. Bon, l'Avare, je pense que ça dit quelque chose à tout le monde. Cette pièce de Molière, ce grand classique qu'on étudie souvent à l'école. Et là, la voilà revisitée par Clément Poiret. Oui, donc c'est un choix scénographique et tout à fait original. Pourquoi ? Parce qu'il y a une mise en situation
immédiate de l'avarice de cet Harpagon. Donc on va voir tous les autres personnages en sous-vêtements blancs, donc, et on avait demandé aux spectateurs au préalable de venir avec des vêtements, des objets pour les donner à la distribution. Et on va voir les machinistes, les collaborateurs, maquillage, musique, vêtements sur scène, tous habillés de gris, et eux, vont construire sous nos yeux, cette scénographie et cette dramaturgie. Alors en fait, le spectacle, il n'est pas le même d'un soir à l'autre. Je le suppose. Je pense que c'est plus proche qu'on peut le croire. Je pense qu'effectivement, ils réutilisent des objets et peut-être des vêtements différents, mais l'esprit, à mon avis, est quand même le même. Oui, bien sûr. Et il est très intéressant. Parce que on a un rapport avec le public assez particulier. En général, j'aime pas ça, mais là, ça marche parce que nous sommes un peu éclairés, pas tout le temps, mais il y a ne serait-ce que déjà dans la façon dont la scène se prolonge par une jetée, je dirais, à l'intérieur du public, par la façon dont les personnages vont pouvoir marcher aussi d'un côté et de l'autre à l'intérieur du public. Il y a cette jonction, et puis il y a ce jeu, parce que finalement, dès le départ, on est dans cette espèce de troupe, soi-disant pauvre ou pingre, on ne sait pas très bien, puisque c'est l'avarice qui est à la base de tout cela. Et donc voilà. Chantal. Oui, alors, et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas vu Harpagon au début. Et il va faire son entrée, mais lui, il viendra avec son costume du XVIIe siècle. C'est John Arnold qui l'interprète, et il le fait très bien parce qu'il a un côté presque humain, un côté bon enfant, mais en même temps terrien, et il est dans les variations au niveau du jeu. Il a une scène d'apothéose, la fameuse scène où il doit séduire Marianne. Alors, d'aucuns le savent, il doit porter des lunettes, il est sur un escabeau, et il propose une chanson accompagnée des autres qui sont là. Vraiment, il y a plein de scènes qui sont réussies. Alors moi, ce qui m'a complètement déterminé, c'est la scénographie. La prétendue absence de scénographie, qui est une véritable scénographie extraordinaire. Parce qu'au départ, c'est assez moche, c'est que des casiers comme ça, où on range des trucs, des objets. Mais et puis, la lumière, elle ne va pas être projetée, en tout cas pas complètement à partir des projecteurs. Il va y avoir sur scène des projecteurs qui vont être manipulés. Et on va reconstituer comme cela des moments physiques avec des architectures différentes tout au long. Et c'est cette façon de jouer du théâtre dans le théâtre qui m'a énormément séduit, parce que je ne connaissais pas tellement ça. Et puis, ça va avec la façon dont il va, changer la pièce à la fin, puisque au lieu que ce soit véritablement les parents qui retrouvent leurs enfants, tout ça, c'est encore une mise en scène. Oui. Et donc, de théâtre dans le théâtre. Et oui, alors, je disais des scènes réussies. Imaginez le couple d'amoureux, Élise et Valère. Ils sont couchés, ils se jettent sur des bouts de tissu, ils s'enroulent dans les tissus. Et on va avoir comme ça, tout au long du spectacle, des idées extrêmement originales. Et alors l'éclairage, tu as fait allusion, mais c'est très 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 beau, parce que dans la scène aussi de séduction d'Harpagon, les étagères grillagées, elles sont déplacées, puis elles montrent des petits objets que les spectateurs ont apportés, qui deviennent des objets de valeur, des objets de curiosité. C'est véritablement, je crois qu'il y a quelque chose de très profond, parce que ces objets, en fait, il faut savoir quand même que c'est une démarche. Ça ira au recyclage. Ça ira au recyclage pour une association. Donc il y a quand même aussi une réflexion. Et tous les comédiens, je trouve, sont très intéressants dans leur jeu. Moi, j'ai envie de citer Nelson Raphaël Madel, qui fait Valère. Il faut voir comment il joue le malentendu avec Harpagon. Lui, il pense à Élise. Harpagon pense à la cassette. Et moi, je citerai Anne-Élodie Sorlin, qui joue Frosine. Voilà. Donc, je crois qu'on a quand même pas mal commencé la saison avec cette pièce. J'espère qu'on va trouver mieux par la suite. Et il se trouve que Clément Poiret commence toujours bien ses saisons par quelque chose de très fort.
Montparnasse, on est content de retrouver Brigitte Fossé pour La Fontaine en fable et en notes, et elle est accompagnée de Daniel Laval. Alors, il y a un esprit Poche Montparnasse, je trouve, depuis certaines années, et notamment dans ces spectacles un peu particuliers, que ce soit celui dont je vous ai déjà parlé la saison dernière de Judith Magre, Racine par la racine, et là, c'est La Fontaine. C'est-à-dire qu'on s'empare de textes, mais on va leur donner quelque chose. Et alors, bon, le problème, c'est que je ne suis pas complètement objectif, puisque La Fontaine est quand même mon auteur préféré. Mais justement, je pense que quand on aime beaucoup un auteur, on peut être très dérangé par un spectacle qui ne respecte pas. Or là, pas du tout. On va vraiment avoir une communication des fables de La Fontaine remarquable. Et je n'ai pas parlé de la moitié du spectacle, parce que La Fontaine n'est que l'auteur de la moitié du spectacle, puisque des tas de musiciens, sont les auteurs de la deuxième partie, qui en fait pas la deuxième partie, c'est entremêlé. On a une fable de La Fontaine et on va avoir un morceau de musique. Et c'est joué par Daniel Laval, qui est une extraordinaire pianiste, qui a eu le goût de chercher tous ces morceaux. Et alors, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas faire un sens entre la musique et les fables de La Fontaine. Mais malgré tout, c'est toujours, ça permet une transition intelligente et merveilleuse entre les différentes fables. Ce qui fait qu'on n'est jamais, rassasié. Il y a à chaque fois une surprise de la fable suivante. Et comme Brigitte Fossé joue, elle ne se contente pas de dire, mais elle va jouer les différentes fables, ça donne un spectacle qui, moi, m'a complètement convaincu, mais je reconnais, je ne suis pas objectif, je suis un fou inconditionnel de La Fontaine. Chantal. On reste au Poche Montparnasse avec L'homme qui rit. C'est une adaptation du texte de Victor Hugo par Geneviève de Kermabon. Et donc, Geneviève de Kermabon, c'est une formation de circassienne. Moi, je l'avais découverte il y a 30 ans dans Frisk. Et là, donc, elle va osciller entre narration et interprétation. Alors, c'est l'histoire de Gwynplaine, l'enfant qui a été mutilé par les comprachicos, et on lui a fendu la bouche pour pouvoir l'exhiber dans les foires. Et ce que j'aime ici, c'est que justement, c'est une interprétation plutôt sensible du personnage. Elle n'essaie pas de faire de la mascarade, elle ne fait pas un numéro de cirque. Elle est belle, Geneviève de Kermabon, avec sa chevelure un petit peu fauve. Elle est pieds nus avec son costume. Alors, ça ne se veut pas en fait de l'illustration, c'est beaucoup plus suggestif, mais il y a quand même de la scénographie. De part et d'autre, on a 2 grands panneaux plastiques sur lesquels sont représentés de manière stylisée d'autres personnages, et c'est là où peut-être Geneviève de Kermabon va plus révéler ses talents de comédien. Il suffit qu'elle mette un petit bonnet, une perruque, et là on a Ursus. Elle est aussi très bonne pour exprimer, alors la duchesse Sophie qui va séduire à un moment donné Gwynplaine, là elle utilise un petit peu son corps et on retrouve ses compétences physiques. C'est très très bien au niveau bien sûr des lumières, et puis ce qui est très intéressant, c'est qu'elle veut qu'on entende les mots et le texte de Gwynplaine. Donc, avec le masque, elle s'est pas mise un masque. Elle n'est pas grimaçante nécessairement. Elle a mis à distance un masque très stylisé, un petit peu Niki de Saint-Phal, de telle sorte qu'on entende bien justement le propos humaniste. Parce que on entendra ces phrases, c'est de l'enfer des pauvres qui est fait le paradis des riches. Et lui, ce masque, ce n'est pas lui-même, c'est ce qu'on lui a fait. Donc c'était vraiment un très bel ouvrage avec une musique, mais une musique toujours en contrepoint, qui serait plutôt classique, qui serait plutôt douce, pour aller contre la monstruosité, et aussi
contre les tragédies, parce qu'il y aura la mort de Léa, qui est la jeune fille aveugle qui a aimé et qui aimait Gwynplaine. C'est un spectacle pour rêver qui réussit vraiment entre narration et interprétation et que je recommande. Alors attention, c'est tous les lundis à 21h au Poche Montparnasse. Chantal, un spectacle qui coûte pas cher? Oui, c'est très bien parce qu'au mois de septembre et début octobre, sachez que le Théâtre de la Ville organise le Festival de la Place. Donc vous pouvez aller certains samedis, certains dimanches, je donnerai des dates, pour assister à des spectacles. Eh bien moi, je suis passée le 7 septembre et j'ai assisté à un marathon poétique. Alors, ce marathon poétique, c'était Paris et Los Angeles. Donc, il y avait des poètes invités français et américains. Eh bien, c'était pour la transition des Jeux Olympiques Paris-Los Angeles et pour célébrer la poésie. Donc était installé un ring et se sont succédés de nombreux poètes. Alors bien sûr, moi j'en ai remarqué, puis je ne suis pas restée toute la journée parce que ça durait jusqu'à minuit. Eh bien moi j'ai beaucoup aimé. Oui, tout à fait. Pas resté. Non, pas tout à fait, mais je suis retournée un autre samedi. Et moi j'ai beaucoup aimé Victor Malzac qui a écrit une grande tirade poétique. Je suis Conan le barbare, et donc il va énumérer des viandes de boucher dont il a besoin pour devenir Conan le barbare. Le matin, j'avais assisté au Théâtre de la Ville, dans la petite salle, la coupole, j'avais assisté à un échauffement poétique avec un animateur sur la chaise d'arbitre de tennis. Et donc, il y a eu différents passages. J'ai découvert, et j'ai envie d'aller les voir, la scène de slam de Montreuil 93 avec Julien Barré et Maya. Et puis, la semaine dernière, c'était le 15 septembre, je suis passée et là, c'était la fête de la danse et il y avait tout de même une danseuse de Teresa de Kersmacher qui répétait et qui faisait un filage. C'était très beau. Elle tournoyait avec sa robe rouge sur une musique de Sophie Hagen, Le vent l'emportera. Alors, d'autres dates, 28, 29 septembre, place à la jeunesse, 5 et 6 octobre, place au climat, et la semaine prochaine, 21 et 22 septembre, diversité, exploration et création. Alors, passez par la place du Châtelet et merci, le Théâtre de la Ville. André, donc nous avons vu Arcadie, l'adaptation d'Emmanuel Bayamac du roman d'Emmanuel Bayamac Tape. Plutôt cité qu'adapté. Bon, parce qu'il ne transforme pas quelque chose qui est de l'ordre de l'écriture, disons, romanesque en écriture dramatique. Il prend des passages et il choisit ceux qui sont en particulier liés à un des personnages principaux, qui est Farah. Donc, Farah... on l'a su entre 15 et 18 ans à peu près, et elle habite Liberty House, dans une communauté déjantée, peut-être un peu sectaire, nous verrons ça au fur et à mesure du spectacle. Alors, bon, moi j'ai une expérience que j'ai rarement eue au théâtre. En général, quand ça commence mal pour moi, c'est rare que ça se termine bien. Eh bien là, non. Ça n'a pas très bien commencé parce que j'ai trouvé que, justement, on était un peu trop dans le livre. En plus, elle n'est pas très éclairée au départ, etc. Et donc, j'ai eu du mal à supporter, disons, 10 minutes, un quart d'heure. Mais ensuite, les choses changent. À partir du moment où on la voit se poser ces questions d'identité sexuelle, d'identité de genre en particulier, et qu'elle va se raconter. Et alors, bon, moi, j'ai du mal quand même avec les seuls en scène, justement, etc. Mais je dois dire que, et surtout qu'au niveau de la scénographie, il n'y a rien. Mais si, il y a un carré blanc et puis qui va se transformer en carré moins blanc, mais c'est pas ça. Il y a deux choses
3 choses. Les lumières. Il va y avoir un travail sur les lumières qui vont complètement transformer les situations. Le son. Elle a un micro et on va avoir des transformations aussi du point de vue du son. Et puis les costumes, la façon dont elle porte ses vêtements, elle les enlève, elle les remet, etc. Tout ça va permettre justement de comprendre et de justifier le texte et de rendre ce texte dramatique. Voilà. Donc, même si j'ai pas aimé le début, à la fin, j'étais conquis par Arcadie. Chantal. Oui, alors moi je l'avais vu parce que c'est une reprise tout de même. Je l'avais vu au théâtre de Sartrouville. Ce n'est pas du tout la même configuration, salle et scène que Belleville. Et il se trouve que là, Constance Larieux, qui interprète la jeune adolescente, Farah, elle se trouve en bas, c'est-à-dire qu'on est un peu en plongée. Ça m'a surprise, mais en fait, ça lui donne encore plus d'énergie et c'est extrêmement intéressant parce que ça devient symbolique. On a l'impression qu'elle est un peu enfermée et alors elle va prendre, j'ai envie de dire, presque de l'indépendance, elle va s'épanouir et j'ai trouvé que ça donnait beaucoup de force. Sylvain Maurice, c'est quelqu'un, moi je trouve, qui est capable de partir d'un roman et qui rend dramatique la chose. Parce que c'est quand même le monologue, c'est aussi une forme dramatique. J'ai cru entendre qu'il avait envie de reproduire l'univers un peu de Emmanuel Bayamaktam. Il s'agit en ce moment, il y a un nouveau roman qui est sorti, mais sous un autre pseudo, Rebecca Ligueri. C'est le cabaret des enfants, le club des enfants perdus, où il y a encore une histoire de jeune fille. Et dans l'écriture d'Emmanuel Bayamak, c'est bien parce qu'il y a souvent un point de vue narratif et un autre. Et là, Sylvain Maurice, il a privilégié le point de vue de Farah, la jeune adolescente qui, à la puberté, va comprendre que ses attributs féminins sont un petit peu atrophiés et qu'apparaissent quelques attributs masculins. Donc, je trouve qu'il réussit fort bien l'adaptation. Et on retrouve le côté un peu provoquant et surtout le langage un peu décalé, l'humour qui a constamment dans l'écriture d'Emmanuel Bayamak. Tu l'as dit, mais je suis obligée de le dire parce que ce sont les lumières de Rodolphe Martin. Elles sont des couleurs éclatantes, elles sont des couleurs comme des néons et c'est elles qui vraiment donnent quelque chose. Et puis, une dernière chose pour moi qui était extrêmement importante, c'est que j'avais l'impression que Constance Larieux, qui a été capable de montrer la fraîcheur avec sa petite couronne de fleurs, elle était toujours dans l'instantanéité et qu'elle se découvrait au moment où se développait son monologue. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette parole au présent. Et on n'a rien dit sur la fin, on ne dira rien. Mais c'est très important parce que ça manifeste quand même aussi un certain engagement. Et je crois qu'on a fait une erreur quand on a annoncé ce spectacle au départ. Ce n'est pas au Théâtre Poche-Montparnasse, c'est au Théâtre Belleville bien sûr. Que je l'ai vu. Donc nous avons vu Arcadie au Théâtre de Belleville. Toi, tu es allé Place du Châtelet ? Oui, alors je rappelle le festival de la Place du Châtelet organisé par le Théâtre de la Ville. Au Poche-Montparnasse, justement. Au Poche-Montparnasse. Un très beau spectacle, L'homme qui rit, de Victor Hugo, dans l'interprétation et la mise en scène de Geneviève de Kermabon. Et puis allez vous régaler toujours au Poche-Montparnasse avec La Fontaine en fable et en notes, Brigitte Fossé et Daniel Laval. L'Avare. Alors l'Avare qui joue jusqu'au 20 octobre, ça c'est bien, c'est la qualité et il est dans la durée. Moi, c'était surbooké. Il y a les gens, il y avait 30 personnes qui n'arrivaient pas à rentrer. Et André. Et puis, La tête ailleurs, une revisite de la comédie musicale tout à fait réjouissante avec Amélia Assef et Yuri Rebeko, c'est eux qui ont écrit, et c'est Victor Bourrigaud qui met cela en scène au Théâtre de Belleville. Voilà, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques, donc théâtrales. Au revoir.
Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com.